Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous une enquête qui a été faite en 2006, donc ça date un peu, auprès de 10 entreprises françaises, mais vous allez voir en fait il y a des généralités qui restent complètement valides par rapport à ce qui avait été identifié lors de cette enquête. Donc pendant cette enquête, on avait demandé aux entreprises françaises pourquoi ils avaient déployé Six Sigma, mais ça pourrait être aussi une démarche d'excellence opérationnelle, je pense que les raisons sont pratiquement les mêmes. Donc, les raisons évoquées, c'était pour l'impact de la méthode sur les résultats. Je pense que surtout ce Six Sigma, la méthode avait fait ses preuves sur les gains qu'elle pouvait générer. Donc, la plupart des dirigeants le savaient et recherchaient à travers la mise en place, bien sûr, d'obtenir des résultats, donc une réduction significative des coûts de non-qualité. Pour améliorer la culture client, puisque c'est une démarche et la démarche d'excellence opérationnelle est centrée sur l'expérience aussi client, puisqu'on essaie d'atteindre l'efficacité, donc de répondre correctement aux besoins des clients de façon prédictible et aussi l'efficience, donc avec finalement le moins d'efforts possible pour arriver à cette efficacité. Ensuite, pour aussi changer un peu la culture de l'entreprise ou l'influencer pour qu'elle se base plus sur les faits, sur la mesure, puisque ce sont des démarches qui sont très factuelles, et sur, bien sûr, l'obtention des résultats, puisque avec une démarche comme Six Sigma, on cherche des gains à chaque fois, pas uniquement une amélioration de la qualité sans savoir finalement ce que ça rapporte à l'entreprise, mais on s'assure d'avoir un impact sur le PNL de l'entreprise, donc sur finalement son rapport annuel et sur son bilan, euh, si possible, dès l'année de la mise en place. Bon, il y a des projets qui prennent parfois un peu plus de temps, mais la plupart des projets arrivent à impacter dans l'année fiscale. Et là, on est aussi basé complètement sur les faits, donc on se base plus sur je pense que la solution c'est ça, ça pourrait être ça, c'est la modification qu'il faut faire. Là, on est dans le factuel et on sait parce qu'on s'appuie sur souvent des statistiques qui nous prouvent l'impact et qui nous montrent aussi les facteurs les plus importants. Donc, quels sont les 20% des causes qui créent 80% des effets. Les objectifs recherchés, bien sûr, c'est la réduction des coûts, ce qui veut dire aussi des gains, donc un impact sur les résultats de l'entreprise. L'efficacité opérationnelle, donc c'est d'arriver à la même efficacité finalement avec moins d'efforts, donc moins de gaspillage, moins de retraitement, et aussi créer une dynamique de changement, puisque lorsqu'on met en place des améliorations, il faut arriver à changer les choses. Si on veut qu'effectivement ça s'améliore, eh bien, il faut changer parfois des habitudes qui sont là depuis très longtemps. Et donc, il faut arriver à habituer l'organisation à avoir cette agilité, cette souplesse pour s'améliorer finalement en continu et changer aussi le mode de management puisque là, on n'est plus dans un management qui s'énerve dès qu'il y a une erreur, mais qui va se concentrer à dire, bon, une erreur, c'est aussi une opportunité d'amélioration. Ce n'est pas grave d'avoir fait une erreur. Ce qui est grave, c'est de la reproduire. Donc, c'est de ne pas avoir appris de cette erreur. Et donc, ça change aussi un peu la façon de manager, de finalement être tout le temps dans cette recherche de l'amélioration continue. Et les erreurs, finalement, nous aident à nous améliorer à partir du moment où on ne cherche pas à culpabiliser en disant c'est pas moi, c'est lui, mais quelle est la cause et quelles sont les causes racines et quelles sont les solutions qu'on met en place pour empêcher que cette erreur se reproduise. Alors, quels étaient les critères de succès identifiés par ces 10 entreprises qui avaient mis en place ces programmes? Ben, le premier, de toute façon, il est universel, c'est-à-dire que sans soutien de la direction, on ne peut pas mettre en place de programme et aussi une conduite du changement sans l'appui du haut, hein. Donc, on dit que le poisson pourrit par la tête, mais quelque part, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que si
la direction ne montre pas l'exemple, l'exemplarité aussi est importante, et si elle ne soutient pas, ça ne va pas durer très très longtemps. Et la hiérarchie va très vite sentir si tout en haut, toute la direction est vraiment alignée, s'il y a vraiment un soutien indéfectible. Le deuxième, alors ça c'est vraiment une spécificité par rapport à la France, en tout cas par rapport aux États-Unis, c'est très clair. Aux États-Unis, on ne demande pas des projets, généralement la direction, si elle est convaincue parce qu'elle a vu dans d'autres entreprises que la démarche donnait des résultats. Elle sait que ça marche, donc elle ne va pas dire oui, mais bon, moi, je suis peut-être dans un environnement différent, une culture différente, donc je ne suis pas sûr. Il faut démontrer par l'exemple. Je pense que c'est lié à la culture française de thèse, antithèse, synthèse. Donc même lorsque ils entendent une thèse en disant bah, moi je l'ai fait, ça marche, les gens ont besoin de passer par l'antithèse en disant oui, mais bon, peut-être que moi, ça ne marchera pas, donc j'ai besoin d'être convaincu par l'exemple. Donc, c'est typique dans les organisations françaises de, euh, de devoir faire des projets pilotes qui vont permettre de convaincre finalement le reste de l'organisation d'y aller. Donc, on retrouve vraiment cependant, c'est-à-dire qu'il faut convaincre hein, et si on pousse trop, alors qu'aux États-Unis, les managers s'alignent très facilement, ou plus facilement par rapport à la volonté de la direction. Euh, En France, à nouveau, je pense à cause de thèse, antithèse, synthèse, on a besoin de convaincre. Bon, c'est un inconvénient parce que c'est plus lent, effectivement, mais c'est peut-être aussi plus durable parce que lorsque les gens sont convaincus, ils le sont vraiment et ce n'est pas uniquement un alignement politique. Quatrième, voilà, très très important en plus aussi en France, c'est de choisir les bonnes personnes, surtout au début. Si on veut convaincre qu'on ne choisit pas les bonnes personnes parce qu'on les a mal sélectionnées ou on a pris les gens qui étaient disponibles en disant bah, lui, c'est peut-être pas un très bon chef de projet, mais en tout cas il est disponible, il a l'avantage d'être disponible. Non, c'est pas ça qu'on recherche. C'est ceux qui ont vraiment toutes les compétences pour être un bon chef de projet, surtout sur les premiers projets qui doivent convaincre. Donc, il faut choisir les bonnes personnes. C'est pas si facile d'être un bon chef de projet. Ça demande aussi des compétences, surtout sur la partie communication, conduite du changement. Pour ces premiers projets, c'est encore plus important puisque l'enjeu est très important. Communication, on a du mal à convaincre sans communiquer. C'est bien d'avoir des projets pilotes, mais s'ils ne sont pas communiqués, ça n'ira pas très loin, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc là aussi, il faut absolument soigner la communication et bien sûr aussi choisir des projets, donc des projets qui sont cohérents avec les méthodes que l'on choisit pour les réaliser et aussi des projets où la solution n'était pas évidente, parce que bon, finalement, si l'intelligence collective suffit pour trouver la solution, ça ne sert à rien de faire un projet avec une démarche et des outils où on dit, bah, de toute façon, on le savait. Il suffisait de réfléchir, de se mettre un peu ensemble dans une salle de réunion pour trouver la solution, puisqu'elle était assez évidente. Non. Les meilleurs projets, justement, sont ceux où la solution n'était pas évidente ou même contre-intuitive. Et là, la démonstration de la valeur de la démarche est complètement prouvée. Donc, en résumé, si on regarde les spécificités liées à la France, il faut commencer par des projets pilotes. Donc, il faut se donner le temps pour convaincre et embarquer l'organisation dans la démarche plutôt que de vouloir aller trop vite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire commencer par des projets pilotes pour montrer l'exemple? Bien, si on veut réussir cette phase, qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? C'est d'abord choisir des bons chefs de projet. On va revenir là-dessus, c'est absolument critique. Bien sûr, le choix des projets aussi, hein, donc ça, c'est ce binôme. Pour convaincre, il va falloir avoir des bons projets et des bonnes personnes qui les conduisent. Et le troisième élément, c'est qu'une fois qu'ils sont réussis ou que ces projets sont conduits, il va falloir
communiquer pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce qui se passe, quels sont vraiment les résultats qu'ils ont obtenus, enfin, qu'ils comprennent un peu la démarche à travers l'illustration de ces projets. Donc, ce sont trois facteurs clés qui sont trop souvent négligés, même maintenant. C'est pour ça que je vous disais, cette enquête, finalement, elle a toujours sa validité. Lorsqu'on veut commencer, beaucoup d'erreurs sont faites généralement sur la sélection des chefs de projet, la sélection des premiers projets et aussi sur une communication qui est sous-estimée ou dont l'importance est sous-estimée. Donc, il n'y a pas assez d'efforts pour s'assurer que la communication est vraiment bien faite. Donc, choix des premiers chefs de projet. Qu'est-ce qu'on demande finalement à un chef de projet? Souvent, on surestime la partie, on va dire, hard skills, ce que les Américains appellent hard skills, c'est-à-dire il va falloir qu'on apprenne les outils, la méthode, les stats, lorsqu'on utilise des stats. Euh, et donc, quand on ne les connaît pas, on se dit, bien, voilà, il y a tout cet aspect-là qu'ils doivent acquérir. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence parce que c'est pas là où est la barrière et l'obstacle. Tout le monde arrive à maîtriser ces outils-là. Généralement, le problème est plus sur la partie, les Américains appellent soft, donc la partie finalement savoir-être, c'est-à-dire comment être un agent de changement, comment influencer, parce que généralement, lorsqu'on fait un projet, ben, s'il faut améliorer, il faut changer. On n'a pas forcément la responsabilité hiérarchique sur les personnes qui vont être impactées par les solutions qu'on va mettre en place. Donc, il va falloir influencer pour réussir ce changement et aussi pour l'ancrer. Donc, on voit qu'il y a une partie conduite du changement, il y a une partie d'arriver à influencer, à convaincre. Donc, il y a un leadership d'entraîner finalement les gens vers la solution et vers le changement. Savoir utiliser les outils à bon escient avec discernement, bon, ça c'est moins critique généralement lorsqu'ils suivent la formation, eh bien, ils apprennent justement à utiliser les bons outils, ils sont aussi accompagnés sur la réalisation des premiers projets. Donc ça, bien sûr, c'est important, mais c'est rare qu'il y ait une déficience à ce niveau-là. Bien sûr, des solides bases aussi dans ce qui est la gestion de projet, mais là aussi, la démarche, on leur apprend la démarche projet avec les différentes étapes à suivre, les livrables par étapes, donc, et aussi finalement les personnes qui doivent intervenir à chaque étape. Donc ça, c'est quand même assez bien codifié dans les méthodes, donc c'est pas un souci. Alors ça, c'est intéressant aussi dans le choix des premiers projets. L'enquête a dit il faut aussi qu'ils connaissent le Lean. Ça, c'est aussi une remarque pour éviter que lorsqu'on a un marteau, on voit tous les problèmes comme un clou. Eh bien, il faut justement connaître la validité des différentes démarches puisqu'elles sont complémentaires. En France, il y a eu peut-être un moment, une guerre de chapelle qui n'a pas lieu d'être. Toutes les méthodes ont leur raison d'être, elles ont leur utilité et il faut savoir les utiliser à bon escient. Alors, quand on ne les connaît pas, il y a un risque effectivement que lorsqu'on a un marteau, on voit tous les problèmes comme un clou. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Donc, s'assurer que les premiers chefs de projet ont les qualités nécessaires, ça c'est vraiment absolument critique si on veut arriver à convaincre avec les premiers projets. Et aussi s'assurer que ces personnes-là, donc ne pas faire des formations finalement où des gens sont amenés à connaître qu'une seule démarche. Donc d'avoir qu'une partie de la boîte à outils, c'est dommage parce que finalement, ils risquent d'utiliser des outils parfois surdimensionnés alors que des outils plus simples pouvaient très bien faire l'affaire. Alors, ne pas imposer, convaincre, qu'est-ce que ça veut dire? On va demander d'expliciter. Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, le top management soutient, et a pris la décision et soutient la démarche. C'est la seule chose qu'on impose. Et donc, on est plus dans la logique de prendre le temps pour convaincre, donc de chercher finalement les adopteurs précoces, ceux qui sont volontaires pour commencer la démarche et qui vont permettre
finalement d'entraîner les autres, hein. Dans une courbe normale, dans une population normale, où on a toujours ceux qui ont envie de commencer, qui sont curieux, donc ce qu'on appelle les adopteurs précoces, et puis ensuite on va avoir les suiveurs précoces, qui vont suivre une fois qu'ils verront les premiers projets faits par les adopteurs précoces, et dire, bah ouais, ça marche, on y va. Ce seront les suiveurs précoces, et puis ensuite, quand les 50% on aura atteint les 50%, il y aura les suiveurs tardifs qui viendront. Et c'est comme ça qu'on va convaincre finalement progressivement, en utilisant à chaque fois la communication, parce que si on obtient des victoires, mais qui sont finalement peu connus ou connus par uniquement ceux qui les ont faits, ça ne va pas nous aider à convaincre le reste de l'organisation. Donc, il va y avoir vraiment soigner la communication pour que les résultats ne soient pas connus uniquement par l'équipe projet, mais par le plus grand nombre dans l'organisation. Et là, il faut que tout le monde joue le jeu de la communication, utiliser les tableaux, utiliser les réunions, utiliser les comités qui permettent de diffuser l'information. Donc, ne pas imposer, convaincre, ça veut dire de passer par ce qu'on disait des sites pilotes, donc de chercher les volontaires, de chercher les premiers succès pour finalement convaincre les autres. Donc, on n'est pas dans du push, dans du top-down en disant, hop, tous les managers vont avoir leurs objectifs et vous allez faire tant de projets, vous allez faire tant de gains. Dans la phase de démarrage, on cherche les volontaires et donc on ne cherche pas effectivement à forcer des managers qui ne sont pas dans la population, qui sont plutôt dans des suiveurs tardifs, par exemple. Donc on cherche vraiment les adopteurs précoces. Une autre stratégie, parfois, si vous n'en trouvez pas, ça va être de prendre les sites où les départements vraiment en difficulté. Donc, si vous avez, par exemple, un ensemble d'agences, que vous avez 10% des agences qui ont des résultats qui sont nettement moins bons que les autres, vous pouvez là dire, ben, on va prendre ça comme pilote, on va vous aider à vous améliorer et peut-être devenir meilleur que les autres. Et là, il y a une émulation qui est faite parce que si les sites les moins bons deviennent les meilleurs, bah, croyez-moi que ceux qui étaient les meilleurs vont vous appeler pour vous demander qu'est-ce que vous avez fait, comment ça se fait qu'ils sont devenus meilleurs que nous. On veut savoir. Donc là, ils vont être, ils vont tirer pour savoir ce que vous avez fait et pour justement aussi s'approprier la méthode et ce qui a aidé au moins bon de devenir meilleur. Donc là, bien sûr, lorsqu'on est dans cette phase qu'il faut convaincre, on n'impose pas à toutes les sauces, hein. Donc on s'assure quand même que les projets sont liés à la stratégie, parce que si on a un impact, autant qu'effectivement c'est un impact important, donc aligné avec la stratégie et les besoins spécifiques de l'année, mais on ne force pas les choses. Donc, de quoi dépend l'adhésion? Donc, lors de cette enquête, ils nous ont répondu, bien sûr, par la démonstration, hein. Donc, on adhère, on fait adhérer les gens par la preuve, quelque part. Donc, il faut des résultats. Il faut, bien sûr, les communiquer, parce que si on a des résultats dans un site et que les autres sites ne savent pas, eh bien, ça ne va pas nous permettre d'avoir leur adhésion. Il faut le soutien, c'est-à-dire que si les gens ne se sentent pas soutenus et que lorsqu'ils sont en difficulté, eh bien, on les laisse avec ces difficultés, ils vont laisser tomber, y compris les chefs de projet. Ils ont besoin de voir la volonté de les soutenir parce qu'il y a toujours des obstacles dans la vie. C'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a toujours des difficultés, des obstacles à franchir. Et s'il n'y a pas de soutien pour les franchir, eh bien, ça va très très vite s'essouffler. Et l'adhésion va aussi finalement complètement se perdre. Et bien sûr, il faut impliquer. Là, on n'est plus dans une logique top-down, ce qui peut être une logique plus des pays anglo-saxons. Mais là, il faut absolument avoir du bottom-up. Donc, si on veut faire adhérer finalement le terrain, si on ne prend pas en compte ce qui est important pour eux, si on ne les écoute pas, si on ne fait pas des projets liés à leurs difficultés,
si on ne s'assure pas qu'on résout des problèmes qui sont importants pour eux. Donc, on n'arriverait pas à avoir leur implication. Ils ont l'impression que c'est uniquement dans un seul intérêt, dans une seule direction. Et là, on aura du mal à obtenir une adhésion. On avait profité de cette enquête pour collecter quelques données sur l'organisation de ces programmes. Donc, vous voyez que 87,5% des répondants avaient dit qu'ils avaient des responsables de déploiement à plein temps. Donc, des personnes dans le groupe qui sont responsables du programme d'excellence opérationnelle, animer un programme qui finalement a un ROI très important, puisque dans ces programmes-là, on attaque des coûts de non-qualité, donc on rapporte de l'argent. Ça justifie clairement des responsables qui s'assurent que les projets sont faits en temps et en heure, et qu'on a les bons chefs de projet, qu'on a les bons projets, qu'on les exécute, que ces projets sont bien suivis. Donc ça demande une mise en musique et donc un chef d'orchestre aussi. Alors les champions à temps plein, là c'est plus dans des déploiements qui sont matures parce que lorsqu'on commence à mettre en place dans les différents sites, généralement on prend un responsable d'un site, un référent, enfin vous pouvez l'appeler comme, on peut utiliser de différents noms. Dans la démarche au début, c'était appelé des champions. Donc, chaque fonction ou chaque département avait son champion qui était responsable dans son département, dans sa fonction, de la bonne exécution des projets, de la formation des chefs de projet, de leur accompagnement, de leur soutien, du suivi des projets, enfin tout ce que doit faire un champion. Les responsables de formation dédiés, donc ceux qui vont former, accompagner des chefs de projet, dans des grands groupes, on peut en avoir. Parfois, ce n'est pas nécessaire. On peut aussi sous-traiter et donc demander à un organisme extérieur d'assurer la formation et l'accompagnement des nouveaux chefs de projet. Donc, vous voyez que là, c'était partagé, puisque 50% uniquement avaient leur propre responsable de formation. Donc, généralement, quand il fait les formations, il fait aussi l'accompagnement. RH dédié, en tout cas, là, il y avait aussi que 50%. Bon, ça dépend finalement de l'ampleur du programme, mais il faut aussi s'assurer qu'on a des RH qui comprennent l'importance de choisir les bons chefs de projet, quelles sont les compétences que l'on demande, de s'assurer sur la partie, on disait soft skills, donc la partie finalement conduite du changement, euh, leadership, qui vont être aussi leur donner communication, leur donner toutes les compétences nécessaires en dehors des compétences sur les outils et sur la méthode. Donc ça demande de se coordonner avec la partie RH et aussi sur toute la partie certification. Donc comment on reconnaît la rétention aussi, puisque généralement, lorsque les gens sont compétents, bien, ils peuvent aussi être attractifs en dehors de l'entreprise. Donc, il y a cet aspect aussi reconnaissance, rétention qui est important. Donc, c'est un ensemble euh, de choses à faire au niveau RH pour que le programme fonctionne bien. Bien sûr, là, un responsable de communication, eh bien, bon, peut-être que l'échantillon n'était pas représentatif, on l'espère, mais là, 75% disent que non, alors qu'on voit l'importance de la communication. On voit qu'on est finalement en France sur l'importance d'obtenir l'adhésion, de faire des projets pour convaincre. Et la communication est cruciale dans ces aspects-là. Et pourtant, on n'a pas de personnes qui finalement s'en soucient vraiment, alors que les résultats qu'on va avoir dépendent aussi de l'efficacité de cette communication. Donc là, il y a certainement une déficience ou un paradoxe qui est lié finalement au fait qu'on a besoin de cette communication, mais on n'a pas vraiment mis les moyens en face. Mais bon, au niveau du comité de pilotage, à 100%, ils avaient tous un comité de pilotage. Effectivement, un programme ne fonctionne pas sans comité de pilotage qui s'assure, c'est quelque part le soutien, hein. On vérifie que les choses se passent bien, on reconnaît ce qui est bien fait, et puis on enlève les obstacles aussi, on s'assure qu'effectivement, on peut lever
les obstacles qui apparaissent forcément lorsque on fait des changements, lorsqu'on met en place des changements. On avait demandé lors de cette enquête si finalement, quelle était la terminologie utilisée par ces entreprises. Bien, bon, généralement dans les programmes, ils sont baptisés, Axel appelé Axelway, Ace, Value Up, enfin bon, chacun donne le nom au programme, mais il ne l'appelle pas par rapport à la démarche, mais par rapport à un nom qui est important pour, dans l'entreprise. On a envie que ce programme soit identifié par rapport à finalement à une façon de faire. Le nom sur les champions, bien là aussi c'est différent. Parfois c'était leader du déploiement, coordinateur, sponsor. Bon. Le Master Black Belt, donc le formateur, celui qui fait le coaching, bah, il était parfois appelé soit coach, soit expert, soit value expert. Vous voyez, donc chaque entreprise a choisi son nom. Généralement, Green Belt ou Black Belt, on les appelait aussi chef de projet ou pilote, hein. Quoique beaucoup tiennent au nom, parce que Green Belt, Black Belt est reconnu au niveau international maintenant. Et donc, dans la certification, les personnes qui sont formées, accompagnées et qui ont fait des projets souhaitent avoir la certification Green Belt, Black Belt parce que celle-ci est reconnue d'un point de vue international. Voilà, donc c'est pas très important. De toute façon, je veux dire, à chaque entreprise peut choisir les noms qui lui convient. Par contre, les responsabilités doivent rester les mêmes. C'est ça qui fait l'efficacité, c'est les responsabilités, c'est bien sûr pas les noms. Et on avait terminé cette enquête en demandant finalement un peu les moyens qui avaient été alloués. Donc, on voit qu'il y a des écarts très, très importants dans les entreprises, déjà par le nombre de personnes. La meilleure pratique, par exemple, c'est de faire 1% sur les chefs de projet à plein temps, hein. Ce qui est Black Belt, ce qu'on considère Black Belt, c'est des chefs de projet qui font des projets transverses généralement qui sont à plein temps, alors que les Green Belt sont dans une logique métier et ils sont en temps partiel. Donc on a beaucoup plus normalement de Green Belt que de Black Belt, hein. On a un peu un groupe de Black Belt qui peut être mobilisé, puisque eux peuvent travailler dans n'importe quel département, dans n'importe quel site, alors que les Green Belt sont vraiment dans la hiérarchie, dans l'organisation, et eux vont faire des projets, résoudre des problèmes qui sont liés vraiment euh, à leur organisation, donc là où ils sont dans leur site ou dans leur département. Les Black Belts sont beaucoup plus flexibles. Vous voyez que même là, dans ces entreprises, tous les Black Belts n'étaient pas forcément à temps plein, ce qui est dommage parce que finalement, lorsque les Black Belts sont vraiment formés, Euh, ils ont vraiment une compétence qui permet de résoudre des problèmes complexes et c'est dommage de ne pas les utiliser à temps plein alors qu'ils peuvent rapporter des gains importants et résoudre des problèmes complexes pour l'entreprise et on les fait faire des choses qui sont peut-être avec des enjeux moins importants. Bon. Sur le nombre de résultats, les écarts sur les résultats, il y a aussi le nombre de projets qui sont faits. Bon, là, c'était de 2 à 4 sur les Black Belt. Donc, forcément, s'ils ne sont pas plein temps, ils font moins de projets. La durée moyenne des projets qui est variable, mais ça, c'est normal entre Green Belt et Black Belt. Projet simple et projet complexe, 3 4 mois. Généralement, pour un projet Green Belt, on considère qu'une phase par mois, c'est un bon rythme. Donc, 4 mois, 4 5 mois, c'est bien. 4 mois pour avoir les résultats, d'être en phase améliorée. Les projets Black Belt sont généralement plus complexes, des projets transverses qui sont aussi au niveau de la conduite du changement, demandent plus d'efforts pour changer, aligner. Donc, ils peuvent prendre plus de temps. 9 mois, ce n'est pas choquant pour un projet Black Belt qui va apporter des gains et des changements très importants. Euh, le nombre de projets qui aboutissaient, 75 à 100%, c'est ça, un peu décevant sur la partie 75. Si on creusait, je pense qu'on verrait, on trouverait qu'on a soit choisi les mauvaises personnes. C'est un problème qu'on a vu quand même assez souvent où finalement on prend les enfin, des personnes qui sont disponibles sans se poser la question, est-ce que ils ont les compétences pour devenir des bons leaders de changement, pour influencer, pour communiquer?
Souvent, ces questions sont oubliées et elles arrivent et elles deviennent des obstacles importants lorsque justement les projets sont réalisés. C'est juste que parfois, eh bien, arriver à un échec, parce que généralement l'échec c'est ça, hein, c'est soit une erreur sur le choix du projet ou soit une erreur sur le chef de projet. Donc, le choix du projet, si on prend un projet qui n'est pas ou un problème, on essaie de traiter un problème avec la mauvaise méthode. Donc, on essaie de rentrer une vis avec un marteau, alors que c'était le tournevis qui allait donner vraiment l'efficacité. Et puis, ouais, et voilà aussi, finalement, dans cette enquête, il nous avait donné des gains, donc de 50 à 570, qui reflètent finalement aussi la différence entre des projets Green Belt et des projets Black Belt. Sur des projets Green Belt, 75 000 euros, c'est correct, hein, c'est un peu ce qu'on attend en moyenne, alors que sur des projets Black Belt, on attend des gains beaucoup plus importants, hein. Donc là, on voyait les meilleures pratiques, on avait 1 million de gains par an pour un Black Belt, donc vous voyez, c'est quand même très rentable, hein, lorsqu'on choisit les bonnes personnes et on choisit les bons projets. Et c'est pour ça que là, de nombreuses entreprises mettaient jusqu'à 1% de leur effectif en Black Belt et aussi ces Black Belt étaient en temps plein. Voilà, je vous ai fait une synthèse rapide de cette enquête. Vous voyez qu'elle date un peu, mais finalement, beaucoup d'informations restent complètement valides pour toute entreprise qui cherche mettre en place une démarche.